sur l'appropriation des projets d'eau, une condition essentielle pour améliorer la santé primaire des pays en développement. En effet, il faut avoir conscience que disposer de l'eau potable représente pour la plupart des bénéficiaires une véritable nouveauté socio-culturelle. Et sans un accompagnement qui passe par un ensemble de formations et d'informations, un projet d'eau peut déboucher sur un échec. Cette conférence sera présentée par Joséphine Zibi, camerounaise arrivée en France en 1990. Théologienne et anthropologue, Joséphine a été marquée un jour par la plainte d'un enfant camerounais, Arnaud, confronté aux corvées d'eau. Depuis, elle a beaucoup œuvré pour tenter de libérer de cet esclavage les femmes et les enfants encore trop nombreux aujourd'hui à subir ce triste sort. Joséphine est directrice de la société Afrique Vivante Production. Outre 2 publications afférant à l'eau en Afrique, elle vient de publier un livre traitant de la dualité orale-écrit, non pas sur l'eau, mais sur Dieu. Vaste sujet. Alors, conseil pratique, merci de garder vos micros et caméras coupés pendant toute la conférence de Joséphine. Vous pourrez poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet « Discussion » qui est en bas de votre écran, tout au long de la conférence. Il vous suffit de taper dans cet onglet la question que vous souhaitez poser. Toutes ces questions, nous les synthétiserons et les poserons en fin de présentation. Voilà, la durée de l'intervention de Joséphine est d'environ 45 minutes. Et à la fin, on disposera de 15 minutes pour répondre à vos questions. Voilà, je passe la parole à Joséphine. Merci Pierre. Alors, la présentation a été très bien faite et donc je ne reviendrai pas dessus, d'autant plus que nous n'avons vraiment pas du temps. L'appropriation sociale des projets d'eau que je vais vous présenter est un cours, au fait, qui m'avait été demandé par la faculté des sciences de Lyon, faculté catholique. Et donc, c'est un cours qui dure normalement 2 heures. Mais dont je vais essayer juste de nous donner l'essentiel qui nous permet d'ouvrir un débat s'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, ça sera un parcours sommaire, vraiment sommaire, en 5 étapes. Donc, le contexte, le diagnostic, le parcours d'appropriation, une méthode de formation en milieu traditionnel et les éléments de comparaison. Donc, que nous allons envisager de voir. Nous avons, dans la partie contexte, Pierre a rappelé tout à l'heure que je suis théologienne de formation. J'ai fait des études de théologie fondamentale, qui est une partie de théologie qui s'occupe au fait de la naissance et des problèmes liés à l'écriture, des écritures bibliques. Et la question que j'apporte alors est assez compliquée. Pardon? La question que j'apporte est assez compliquée et ce sont mes professeurs qui me demandent d'aller à la fac d'anthropologie pour mieux positionner la question que je devais travailler en thèse. C'est de cette façon-là que j'aborde l'anthropologie. Malheureusement, aussitôt, disons 3 années de recherche, mon prof est décédé d'une mort tragique à Lyon, même ici, et ça m'a donné ça m'a fatiguée. Et c'est ce décès-là qui m'amène à me réorienter. Or, il se trouve que pendant tout le temps que j'ai fait des études de théologie, j'avais créé cette petite association qui s'appelait Bâtir, qui était là pour soutenir l'éducation en milieu rural. Et c'est là que je rencontre cette plainte dont venait de parler Pierre, où l'enfant me dit, je vais dans la rue, il y a trop de corvées dans le village. Donc, j'ai la chance à ce moment-là de rencontrer un ingénieur de Suez qui me dit qu'ils ont une association qui approvisionne les villages en eau. Et c'est de cette façon qu'en 2002, je m'engage avec eux dans ces projets-là. Donc, on a donc ici un diagnostic qui va se faire après Arnaud. Nous arrivons maintenant au Cameroun, ici, là. Quand nous arrivons au ministère de l'eau, nous proposons d'alimenter des villages en eau et c'est là que je prends
pour la première fois conscience de la difficulté de l'appropriation des projets d'eau. Le directeur me dit, on a investi des sommes considérables. Et si les villageois ne veulent pas s'approprier ces infrastructures, nous ne pouvons pas le faire à leur place. L'homme était dépité, un peu découragé même. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience que là, je pense que ma recherche en anthropologie va être utile dans ce lieu aussi, quoi. C'est là, devant la désolation du directeur de l'eau qui nous dit, on a tout essayé et c'est difficile. Question de dire, qu'est-ce que vous pouvez, vous qui êtes étrangers, venir faire mieux que ce que nous n'en avons fait. Dans cette situation, nous allons donc démarrer les recherches qui permettent de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ici, nous allons donc avoir un diagnostic socio-culturel de la communauté vers laquelle nous sommes allés. Et de fil à aiguille, il y a ce refrain qui dit « Ne nous demandez pas de faire ce qu'on n'a jamais fait, ne nous demandez pas de réaliser ce qu'on n'a jamais réalisé. » En fait, qu'est-ce qu'on n'a jamais réalisé? Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? Pourquoi on connaît tant de difficultés? Là, il y a 3 points de diagnostic, puisque j'aurais pu développer ce que je dis là sommairement, mais je vais droit au but dans des résultats que nous avons obtenus, c'est-à-dire, quand nous allons en Afrique, le premier point de confrontation entre les traditions et la nouveauté, c'est la question de la nouveauté des sciences. Et si nous voulons vraiment comprendre de quoi il s'agit ici, ben, on peut tout simplement revenir ici sur la conférence que nous avons eue ici même mardi. Car au moment où l'Europe connaît des épidémies, on ne sait pas ce qui tue. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre les micro-organismes vivants et que ça va faire une révolution sanitaire sans précédent. Quand on prend conscience de ça, on se rend compte que de l'autre côté, ça ne s'est jamais fait. Alors, on sait où on met les pieds. Le deuxième point du diagnostic est corollaire au premier, c'est-à-dire pendant la Révolution française, on nous dit c'était l'abolition des privilèges et la déclaration des droits humains, des droits de l'homme. Sauf que quand nous allons en Afrique, ça n'a jamais été fait. Donc, quand les gens vous disent, ne nous demande pas de faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire ne nous demande pas de gérer un point d'eau avec l'autre village, on n'a pas les intérêts communs. Mais nous avons un produit d'intérêt général que nous devons laisser là à la gestion de ces gens qui vous disent, nous n'avons pas les intérêts communs. Si on n'écoute pas cette chose-là avec la profondeur voulue, nous laissons là une infrastructure qui est déjà en souffrance, puisque les gens ne se reconnaissent pas ensemble là-dedans. Donc, la difficulté pour eux de gérer quand vous aurez tourné le dos, tant que vous serez là, on va faire la fête, on va faire tout ce qu'on veut, mais quand les gens vont se retrouver avec leurs privilèges et réduits, eh ben, ça ne marchera pas. Un troisième point, c'est pareil, ce corollaire aux deux autres, c'est que la question du paiement de l'eau est liée aux deux autres. Si on n'a pas compris véritablement l'intérêt sanitaire, parce que les gens vous diront, mais on a toujours bu cette eau, sauf que le jour où les gens sont morts de cette eau, on a accusé la sorcellerie, parce qu'on ne savait pas que c'est cette eau qui nous a tués. Donc, la question du paiement de l'eau devient flottante parce qu'on n'arrive pas à s'approprier les fondamentaux. Donc, un troisième point, nous avons le parcours qui va donc permettre aux porteurs de projets ou aux formateurs de venir à bout de cet ensemble de difficultés. Ici, nous avons dans ces 6 parcours qui sont là, qui s'affichent là, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 6e, en réalité,
le contenu de Leçon d'eau. Ce livre que j'ai écrit et qui reprend très systématiquement tout ce que nous avons pu faire comme parcours, étape par étape. Donc, nous avons ici, en premier, le parcours entre les traditions, qui sont les traditions locales, vers la question de l'appropriation de la science objective. Objective est un mot utile ici, parce qu'on sait que là-bas, quand quelqu'un meurt, c'est de la sorcellerie. Et c'est toujours quelqu'un qui tue quelqu'un. Objective ici signifie que les gens prennent conscience des micro-organismes qui sont, enfin, s'il faut dire sorciers, qui sont en fait les vrais sorciers qu'on ne voit pas, en fait. Et il faut qu'on s'approprie cette nouvelle connaissance. Le parcours 2 est lié aux droits humains. Ici, nous avons un problème très sérieux parce que il faut savoir que jusqu'aux indépendances, les Africains n'étaient pas inclus dans les droits par la France. Et donc, quand on entre à l'école, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école en Afrique. Les gens de mon âge attestent que nous sommes allés à l'école. Moi, par exemple, je suis allée à l'école, je n'ai jamais entendu parler des droits humains à l'école. Et quand nous arrivons là-bas, nous sommes bernés intellectuellement que ils savent. Mais on ne sait pas. On n'a pas été éduqués avec les droits. Donc, quand les gens vous disent on ne sait pas comment gérer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intérêt familial ou clanique, ils ne mentent pas. Donc, c'est ici qu'il faut définir avec eux la notion des droits, parce que c'est nouveau là-bas. Donc, la question le troisième parcours, c'est les traditions face aux institutions de l'État. Parce que là aussi, très sincèrement, dans un village aujourd'hui, c'est le chef du village qui est le vrai chef. Le maire et tout ce qui consort, ça, c'est des histoires. Donc, quand, par exemple, on confie des infrastructures techniques nouvelles aux maires, ce sont les maires qui ont cette prérogative. Donc, un projet est aussi là pour venir consolider la gouvernance locale et expliquer aux populations de quelle manière c'est le maire qui a la prérogative de la gestion de l'eau et que quand il dit quelque chose, quitte à ce qu'on aille faire pression chez le maire, mais il faut construire cette relation entre les populations et les institutions locales si nous voulons que les choses continuent de survivre après nous. Malheureusement, souvent, nous, ONG, nous n'avons pas souvent, enfin, on n'a pas toujours le temps d'aller voir les maires, on va vers les populations et puis, ma foi, la relation n'est pas construite et c'est un peu dommage. Le quatrième point, c'est la tradition des traditions aux techniques nouvelles. Ces techniques nouvelles, je peux vous assurer que quand nous avons fait le réseau, les gens ne voyaient pas d'où sortait l'eau. Ils vous disent, mais l'eau là qui sort là, elle sort d'en bas là, mais comment vous avez fait? C'est nouveau. Si nous voulons que les gens prennent conscience des investissements lourds que nous faisons, il faut leur expliquer, il faut leur donner les prix. Parce que quand les gens voient le prix d'un tuyau, quand ils le voient, ils n'imaginent pas combien ça coûte. Mais quand on leur donne, on fait le calcul, on fait l'état des comptes de ce que coûte un projet, là, les gens, parfois, ils en restent. Je dis, mais ça coûte aussi cher. Donc, cette question-là amène aussi la question de la notion de la valeur. Si c'est aussi cher, c'est valeureux, on ne peut pas s'amuser quand même à laisser tout ça sans suite. Donc, ensuite, le cinquième parcours est celui donc justement de l'économie, parce que tout ce que nous avons fait en amont travaille pour que les gens entrent dans l'économie de l'eau. Jusque-là, l'eau était quelque chose que personne ne payait, et maintenant, ils vont devoir payer cette eau. Tant mieux si cela arrive quand ils ont véritablement pris conscience de ce que
on leur laisse. Pour notre part, nous avons tout simplement, quand on fait toujours le bilan d'un projet ensemble. Comme ça, on demande aux populations comment on fait alors pour que tout ça dure. Alors, ils vous disent, écoutez, chez nous ici, là, il faut qu'on mette quelques mois parce que dans le milieu rural où nous sommes, c'est seulement 2 ou 3 mois de l'année où les gens ont un peu de l'argent. Donc, il faut situer les cotisations et les paiements liés à l'eau à ces 2-3 mois-là. Après, et les gens vous disent, il faut que tout le monde ait cotisé à ce moment-là, comme ça on est sûr que ça va être, puisque à ce moment-là, tout le monde peut payer. Et là, on est vraiment en cohésion, en cohérence avec l'économie locale. Et bon, ça fait 10 ans que le réseau que nous avons créé marche, et il marche, on est un peu fiers parce qu'il marche quoi, avec la gestion que nous y avons laissée. Le 6e parcours est donc celui qui est lié à la santé par l'environnement. Parce que très souvent, vraiment, l'environnement immédiat des familles est très souillé. Comment on fait pour que cet environnement-là soit un peu moins souillé, mais aussi qu'on aille un peu plus loin? Nous avons créé un modèle qu'on va voir tout à l'heure et on revient rapidement là-dessus. Donc, très sommairement, j'ai résumé ce que nous avons fait. Nous avons ici le son d'eau. C'est le livre qui raconte, c'est 150 pages, qui raconte cette histoire des 6 parcours. Et vous avez vu qu'ici, là, il y a UNESCO, Programme hydrologique international, et ici, il y a UNESCO Édition. Les 2 UNESCO ont sélectionné ce livre pour qu'il entre au programme scolaire au Cameroun, en Afrique subsaharienne, et sous forme de formation continue des adultes. Nous sommes en train de construire à notre humble niveau le travail qui nous a été demandé. On espère qu'on arrivera au bout de cela. Pour le moment, nous sommes dans les affres de la quête des financements. Ce n'est pas simple. L'autre livre qui est là, c'est celui qui raconte le village africain à l'école de l'eau, qui raconte de long en large toute cette expérience. Quand on est porteur de projet, quand on va en Afrique, on n'y a jamais vraiment été, comment on se présente, qu'est-ce qu'on voit, quels sont les indices qui nous permettent de comprendre les réalités locales. Le livre a été assez bien salué parce que parfois, il m'arrive des gens qui viennent d'Amérique latine me dire « J'ai lu votre livre, mais c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé à travailler dans mon propre terrain. » Et là, je me dis, si ça peut servir, tant mieux. Ensuite, nous avons donc, je vais résumer ici ce que nous entendons par chantier école. Le chantier école est la méthode que nous avons utilisée pour réaliser ces 6 parcours, en étroite collaboration entre les ingénieurs techniques, les populations locales, les institutions locales et notre association. Donc, le chantier école entend instruire au plus près de la réalité à partir des méthodes orales d'apprentissage d'une part et de l'écrit d'autre part. Et cela pour repérer et aborder les réalités traditionnelles qui représentent les principaux lieux de blocage et les expliquer de quelle manière on est passé, de leur expliquer, de quelle manière on est passé aux sciences, au droit et aux techniques. Expliquer aux populations de quelle manière ces choses ont changé, c'est très important. Parce que si nous leur disons juste des injonctions telles que il faut laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme si vous donnez le poisson sans donner la canne pour que quelqu'un sache pêcher. Pareil, il faut permettre aux populations de réaliser l'autocritique de leur tradition. Et ça, ils ne peuvent arriver à faire cette autocritique-là que lorsqu'elles se sont appropriées les fondamentaux. Alors on dit, mais
on pensait que tout ça, c'était de la sorcellerie. Donc, ça avait une explication autre. Là, quand les gens sont capables de dire ça, ça veut dire que vous avez touché le point où il fallait aller, et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il faut permettre aux populations de comprendre les raisons fondées pour lesquelles les choses ont changé ailleurs. Ailleurs, parce que, quand on est villageois en Afrique, on ne s'imagine pas que l'Europe aussi s'est développée. On s'imagine toujours que les choses ont été comme ça depuis toujours. Et il y a même des villageois qui s'imaginent que la sorcellerie, c'est juste une affaire de l'Afrique. Les autres ne connaissent pas ce genre de choses, ce qui est bien dommage. Parce que c'est là qu'il faut que l'expérience d'ici instruise aussi ceux de là-bas. Les choses ont commencé comme ça là-bas aussi et elles ont changé. Ça, c'est important à dire comme nouvelle. Enfin, la conférence que nous avons eue sur lundi sur la situation sanitaire en Europe à la fin du 19e et 20e siècle est vraiment quelque chose qui doit pouvoir aider chacun qui va en Afrique pour réaliser à peu près la population à qui on a affaire. C'est un peu comme si on vous envoyait dans un village de Monsieur Pasteur à Arbois, je ne sais pas où, à son époque, et qu'on vous dit, allez approvisionner l'eau là-bas. Si on a cette chose-là dans la tête, on est au bon endroit et on peut travailler en Afrique. Donc, je vais essayer de donner l'aperçu en image de toutes ces choses. Vous voyez l'aperçu là ou pas? Oui. Ok. Oui, oui. Donc, on va juste faire un aperçu des réalisations concrètes. Alors, nous avons souvent résumé nos travaux avec cet aperçu-là, rubrique par rubrique, parce que chaque petite rubrique représente un modèle qui a été proposé aux villageois et qui marche aujourd'hui. Nous avons ici, dans le premier, le captage des sources. Nous avons ici, quand nous arrivons, nous, association, à peu près, voici à quoi ressemble une source villageoise à cet endroit. Un petit filet d'eau comme ça, on le capte, on potabilise dans ce bassin, on y met une pompe qui envoie dans la cuve, celle-là, c'est une cuve qui fait 30 mètres cubes, et renvoie et distribue sur borne-fontaine au village. Là, c'est vraiment le modèle de captage des sources que nous avons beaucoup utilisé dans le milieu villageois. On a comme ça des petits réseaux comme ça, on en a 4, dont le plus long fait 7 km, celui-là. Et vous voyez qu'ici, là, on a une méthode qui fait qu'on n'incite pas les gens à venir faire quoi que ce soit ici, que juste puiser de l'eau et rentrer à la maison. C'est pour préserver cet endroit-là sans pollution. Tout se fait à la maison, pas là. Le deuxième modèle est celui-ci qui est la ville rurale. Donc, quand nous sommes arrivés ici, voici à quoi ressemblait le seul forage de la ville. Et il y avait ici des corvées et jusqu'à 2 heures du matin, on voyait les gens à cet endroit qui essayaient de puiser l'eau dans ce truc que vous voyez, l'enfant est en train de faire là. Donc, aujourd'hui, on voit toujours le même totem qui est là, et il est ici maintenant, et il alimente cette cuve qui est là de 90 mètres cubes, qui est d'ailleurs presque saturée maintenant, et sur 25 bornes fontaines de ce type-là, sur 11 km 5 de réseau qui courent dans la ville, de manière à réduire, comme j'ai dit, la corvée d'eau des femmes et des enfants. Et nous avons ici un autre modèle qui fait l'assainissement. Donc, quand nous sommes arrivés, voici à quoi ressemblaient les rues de la ville. Et le maire nous a dit, c'est une malédiction parce que franchement, on ne sait pas comment faire avec cette histoire.
Or, ce sont les motos qui sont garnis comme ça. Ce sont des motos qui normalement transportent des petites marchandises en ville. Alors, on a dit à monsieur le maire d'en acheter comme ça deux et de l'équiper de ces bacs-là. Et ça nous donne ça, tout simplement. La solution est très simple, mais elle a été assez efficace par la suite, quoi. Ensuite, nous avons ici la maison de l'eau et des formations que nous avons appelée Agence de gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Cette maison a été financée par le gouvernement du Cameroun parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose qui reste. Et elle contribue beaucoup à l'équilibre que nous avons obtenu là-bas parce que nous y avons fait des formations. À l'extérieur, elle est comme elle est là, mais à l'intérieur, vous voyez ici, à l'intérieur, on a même commencé à faire les formations déjà quand on était là en 2011, 2012, 2013. Et ça continue tant bien que mal. Et nous avons, dans ces formations, parmi ces formations que nous faisons, il y a les formations in situ, parce que nous avons aussi appris aux gens à faire le recueil des eaux de pluie, parce que ça fait partie du modèle que nous avons promu. Donc, il y a le modèle de la cuvette bleue là, qui est vraiment une signature, puisque tous les villages que nous avons alimentés en eau, chaque famille a reçu cette cuvette bleue, et c'est vraiment très utile pendant la saison des pluies. C'est extraordinairement apprécié par les femmes, parce que ça réduit énormément les corvées. Et donc, il y a l'autre modèle un peu plus construit de recueil des pluies, des eaux de pluie, qui est celui-là, comme cette cuve qui est là, là où la madame est debout là. Et cette cuve alimente un bac de lavage et en même temps que quelques éviers à l'intérieur. Ce petit modèle-là, vraiment, est très apprécié parce qu'il nous permet d'obtenir l'assainissement de l'environnement immédiat de la famille. C'est vraiment quelque chose qui est... On a réfléchi ça avec les villageois. Comment on fait? Et donc, toute cette proximité-là, on l'a réfléchi. Et ce petit réseau familial-là a aussi son point d'assainissement. On a montré comment il faut faire. Voilà. Et ici, on a un autre modèle qui est pardon. Oh. Ce modèle, c'est celui où il est à Agepa, derrière cette maison. Les gens viennent apprendre là parce que parmi les populations de la ville aujourd'hui, il y en a qui veulent changer d'habitation. Mais les gens ne savent pas comment on fait l'assainissement. Donc, on a créé ce modèle pour que les familles qui veulent soit seules, soit en groupe, créer un modèle d'assainissement dans leur propre concession, puissent se servir de ce modèle-là. C'est lui qui dessert déjà Agepa et les gens viennent éventuellement apprendre comment on fait. Donc, pour ça, là, quand c'est dans une maison, quand c'est une maison qui est déjà bien construite, ça va, mais quand ce n'est pas une maison qui est bien construite et que les familles veulent faire, il y a ce box que nous avons réfléchi ensemble, ce qui est le bloc sanitaire familial. On a ici la zone de lavage, ensuite on a la douche et ici on a le WC. Et Agepa vient chercher ce WC-là pour aller vers la petite station d'épuration éventuellement. Et donc ici, pour construire ce bloc sanitaire, l'association avait acheté cette machine qui fait des blocs de terre comme ça et qui s'encastre. On n'a pas besoin ni de ciment ni de rien et ça marche très bien. Donc, du coup, ça crée une entraide. Les gens se mettent à 3, 4 pour faire le boulot et après on va faire chez les amis. Donc, cette petite chose-là a été très utile et appréciée par les gens. Donc, on a ici, par exemple, l'Assemblée générale des villages alimentés en eau. Et c'est
un moment très important encore de formation. Parce qu'ici, c'est les têtes de réseau. Parfois, les gens marchent à pied 25 km pour arriver dans ces réunions-là. C'est quelque chose d'assez intéressant pour nous. On a enfin, ici, à GEPA, toujours, dans la maison de l'eau et des formations, on a ce laboratoire parce que c'est... à partir du moment où on veut faire les choses comme il faut mettre un peu de moyens. Donc, ce laboratoire nous a été offert par des partenaires des agences et ça sert vraiment parce qu'il était programmé que 5 communes collaborent autour de ce laboratoire. Mais les aléas des changements de maire, de ceci font que pour le moment, il n'y a que la seule commune où il y a ce réseau qui bénéficie de ce dispositif, mais on ne désespère pas que ça aille plus loin dès que les autres communes comprendront le bien fondé de ce laboratoire pour qu'ils en fassent un outil commun. Ensuite, il faut savoir que parmi les formations que nous avons faites, il y avait les formations des maires et des conseillers municipaux. Comme on les voit là, on en avait fait 4. Bon, bien sûr, quand c'est comme ça, bah, ma foi, c'est nous qui payons le conseil municipal, puisque le maire vous dit, bah, écoutez, nous n'avons pas l'argent pour faire venir les conseillers, donc si vous voulez la réunion, bah, bref, nous en avons fait et nous avons fait ces formations-là avec sérieux et ça participe à consolider la mairie et la gouvernance locale et surtout à lier la famille autour de l'eau, c'est-à-dire les associations villageoises, les autorités locales et nous qui venons de l'extérieur. Actuellement, c'est la mairie et les associations là qui gèrent l'eau. Nous n'y sommes plus, mais c'est pas si mal. Bon, on aurait probablement mieux fait, mais il faut laisser les gens faire leur propre cheminement. Donc, nous avons aussi fait une autre formation, c'est que quand on est dans des régions aussi éloignées que celles que nous venons de présenter, on est à 125, 120 km de Yaoundé, mais c'est déjà vraiment le petit bout du monde là-bas, où même pour voir un car qui va en ville, c'est compliqué. Donc, nous avons des populations très pauvres. Comment on fait pour faire perdurer nos installations? Alors, nous avons fait cette formation-là où les gens font l'élevage de cette petite bête qui est très prisée au Cameroun et ça marche. Donc, nous avons fait un partenariat avec l'IRAD. L'IRAD, c'est l'Institut de recherche agronomique de Yaoundé, dont le monsieur là fait partie. Il est venu montrer aux populations comment on fait pour faire cette activité génératrice de revenus qui est l'élevage de l'Olacode. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très apprécié là-bas. Alors, ici, nous avons en dernier lieu, ce document-là, qui est, enfin, personnellement, je suis très fière de cette demande parce que quand on a terminé les travaux et les projets d'eau, les populations nous ont adressé finalement 2 demandes. Est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer notre système de production agricole? Et puis, est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer notre habitat? La question de l'habitat est venue toute seule, c'est-à-dire les gens se rendent compte que les maisons telles qu'elles sont construites aujourd'hui les empêchent d'entrer dans l'hygiène. Donc, cette demande est arrivée et nous avons fait venir des élèves de la, comment on appelle ça, l'école d'architecture de Bordeaux, qui sont venus faire là un travail formidable et nous ont proposé un modèle d'habitat durable en zone équatoriale humide. Il y avait le modèle bois et le modèle terre. Le modèle bois, nous n'avons pas voulu en parler tellement puisque nous sommes en zone forestière et la zone prioritaire de sauvegarde de la forêt. Aujourd'hui,
l'exploitation du bois donne un stress inouï à la forêt là où nous sommes. Donc, si en plus, il faut encourager les gens à entrer dans ce modèle de construction avec du bois, nous avons pensé que ce n'était pas une solution durable. Aussi, nous avons proposé aux gens cette solution terre qui est là et nous espérons bien qu'un jour, ça se verra, ça sera une réalité. Pour le moment, ce n'est qu'un projet. Voilà. Donc, pour finir, quand tout ça a été réalisé, alors moi j'écris le son d'eau, je l'envoie à l'UNESCO et l'UNESCO nous donne un résultat, mais alors incroyable, en disant, mais ça nous intéresse au plus haut niveau, c'est très, très adapté à ce que, enfin, on recherchait un truc comme ça. Donc, ils ont travaillé avec moi pour, en fait, la première version de Leçon d'eau a tout de suite été arrêtée et l'UNESCO nous dit, il faut remanier cela. Donc, on nous a fait ajouter un dernier chapitre qui devait traiter des relations hommes-femmes en milieu rural. Pour ceux qui ont lu Leçon d'eau, on trouvera le chapitre 19 qui parle des relations hommes-femmes et ces relations-là font de ce petit livre véritablement un livre d'éducation continue, d'éducation fondamentale, d'éducation aux enjeux sanitaires de long en large, c'est-à-dire y compris la question des droits, les droits des enfants, les droits des femmes. Et le livre est aujourd'hui, je dirais, à la portée de tout le monde. Il est édité par Afrique Vivante. Alors, pourquoi par Afrique Vivante? Parce que tout simplement, au moment où on présente cela, les éditions ne voient pas l'intérêt de ce genre de choses. Donc, on a été obligé de créer une petite maison d'édition qui se penche sur ce type de population, puisqu'on pense qu'ils en ont besoin encore et qu'aujourd'hui, le niveau éducatif qui leur est proposé est trop élevé. Il fallait commencer par le commencement et c'est ce que nous avons fait. Je vous remercie. Oui, merci Joséphine pour cette conférence, cet exposé qui nous a effectivement appris beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je n'entends pas bien, Pierre. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, un peu mieux. Voilà, très bien. Donc, merci Joséphine. Effectivement, je crois que tu as beaucoup insisté dans ton exposé sur ce grand écart, je dirais, qui existe entre finalement l'état dans lequel se trouvent les bénéficiaires, ces populations, notamment, surtout africaines, que l'on va rencontrer, et puis, je dirais, notre état à nous, occidentaux. On voit, je dirais, ce gap, cet écart très important. Il est fondamental de bien prendre conscience de là d'où partent ces populations et de là d'où l'on vient, nous. Je crois que c'est un facteur qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est vrai que quand on se rend dans ces pays-là, on a parfois tendance à ne rester imprégné que par notre culture et notre niveau technologique. Alors, je vais reprendre les quelques questions qui ont été posées pendant ta conférence, Joséphine. Je vais les reprendre dans l'ordre. Première question, s'agissant finalement des acteurs locaux, tu as parlé effectivement de sorcellerie qui pouvait être perçue par des populations eu égard au problème de contamination de l'eau. Et une personne pose la question, y a-t-il moyen de passer par des marabouts ou par d'autres détenteurs de spiritualité pour finalement engager ce dialogue et cette compréhension finalement de l'origine de ces contaminations? Moi, je dirais, ce serait pour ma part pas une bonne procédure. Parce que déclarer la science, c'est-à-dire clairement donner qu'est-ce qui tue, ce qui tue, ce sont les micro-organismes vivants, c'est-à-dire les êtres
invisibles à l'œil nu. Quand on dit cela et qu'on amène les gens à comprendre cela, je vous assure qu'on n'a plus besoin d'un marabout. Mais est-ce que d'après toi, Joséphine, tenir ce discours par un sorcier africain, est-ce que c'est entendable? Absolument. Absolument? Absolument. Très bien, très bien. Alors, autre question. On demandait si, je pense, on parlait de tes livres, hein, y a-t-il une version anglophone qui va sortir? Pour le moment, ce n'est pas encore envisagé, mais c'est quelque chose qui avait été envisagé parce que vous savez que le Cameroun est un pays anglophone et francophone. Donc, si, comme l'a demandé l'UNESCO, le manuel doit entrer un jour à l'école, au programme scolaire, il faut qu'il soit traduit en anglais et en français, parce que c'est comme ça que les livres sont au programme au Cameroun. Donc, on a Pour le espoir moment, ce n'est pas le cas. Bon, donc, on a peut-être espoir de les voir un jour en langue anglaise. Oui. Très bien. Alors, à un moment donné, tu as parlé dans tes différents modèles de grandes cuves de récupération d'eau pluviale. Oui. La question qui est posée, c'est finalement, y a-t-il un traitement dans ce modèle que tu as cité, un traitement de cette eau si elle sert à l'usage de boissons, ou cette eau, dans ce cas-là, est récupérée dans ces cuves d'origine pluviale, a-t-elle une autre destination, lavage de la lessive et autres? Disons que nous formons les populations en sorte que l'eau qui provient du recueil des eaux de pluie ne serve que pour des lavages en dehors de l'eau de boisson. D'accord, c'est ça. Donc, ils savent que cette eau n'est pas potable, donc il faut s'en servir pour toute autre chose et pas pour la boisson. D'accord. Et si un jour ça devait arriver, il faut la faire bouillir. Donc, on le leur a dit aussi. Il y a une maman, par exemple, qui dit, vous savez, moi, j'ai plus d'enfants pour aller me puiser l'eau. Depuis que je sais que je peux bouillir cette eau et qu'elle ensuite devient potable, ben, c'est ce qu'elle fait. C'est un message très important et c'est vrai que dans les conférences précédentes, ça a été rappelé à moult reprises. C'est une notion très simple, mais qui peut effectivement sauver des vies dans bien des cas. Alors, quelqu'un dans l'assistance a également est revenu sur cette notion d'autocritique vue des populations locales. Alors, sa question, vous avez parlé d'autocritique de nos traditions. Cela suppose se questionner, regarder ce que les autres font, déterminer les éléments qui sont rétrogrades chez nous. Cependant, au vu de la dépravation constatée dans les cultures dites modernes, les prendre comme modèle ne révolte-t-il pas ou ne freinerait-il pas cette autocritique? Une question un peu philosophique, mais finalement, derrière ça, c'est toujours cette confrontation entre l'existant, où on peut effectivement critiquer cet état existant, et puis, nous, occidentaux, on a notre modèle, nos approches, mais on sait qu'on a nos gros défauts avec nos technologies, notre confort et autres, et donc l'autocritique et la référence à notre modèle a ses limites. Je dirais, on est là dans un débat qui dure depuis Claude Lévi-Strauss. Faut-il apprendre aux gens à se développer de peur qu'ils deviennent comme nous, ou faut-il les laisser là où ils sont, comme ça, ils sont comme ils sont bien comme ils sont. Donc, personnellement, je pense que nous sommes ici, quand nous parlons de la question des sciences, de la question des droits, nous sommes ici sur des fondamentaux de la connaissance. Tout le monde a droit de connaître les êtres vivants invisibles à l'œil nu. On est d'accord? C'est parce que c'est cette connaissance qui améliore la santé primaire. Là, ça ne souffre d'aucune discussion possible. Non, ce n'est pas possible. Tout le monde a besoin de connaître ses droits et ses obligations pour vivre dans une société moderne. Ça aussi, ça ne souffre d'aucune contestation possible. Maintenant,
commence un autre type de questionnement. C'est que, est-ce que les Européens, disons, pardon, les Africains vont devoir faire exactement comme nous? Est-ce qu'ils vont utiliser les droits et les devoirs comme nous les avons utilisés? Est-ce qu'ils vont utiliser la science comme nous les avons utilisés? Ça, c'est un deuxième moment. Et personnellement, je pense que les Africains ne peuvent décider en leur âme et conscience sur ces questions-là que si elles connaissent les fondamentaux. Tant qu'on n'a pas donné aux gens les fondamentaux, ils se bornent à suivre le modèle existant, puisqu'on ne sait pas faire autrement. Quand j'ai dit ici que les gens disent ne nous demande pas de faire ce qu'on n'a jamais vu faire. Voilà. Donc, quand on n'a jamais vu faire, on suit le modèle. Le modèle aujourd'hui est celui qui vient d'Occident. Et les gens n'ont aucun moyen de contrer ce qu'ils voient. Ils essayent de faire comme ils voient. Alors que quand ils entrent en connaissance de cause, à ce moment-là, on leur donne aussi les moyens de mieux résister aux vents qui viennent de l'Occident et peut-être de trouver de nouvelles solutions pour elles-mêmes. Mais ça passe par la connaissance. Ça passe par la connaissance. Oui, absolument. Mais j'ai l'impression que ce que tu dis, Joséphine, c'est vraiment on pourrait faire l'analogie avec l'éducation d'un enfant finalement. Si l'enfant, tu ne lui expliques pas pourquoi il doit le faire tel ou tel geste, très vite, il aura du mal à le perpétuer parce qu'il n'en comprend pas le sens. C'est tout à fait ça, en fait. Bien expliquer ses fondamentaux, forcément, ça permet aux gens d'y adhérer et ensuite de même plus poser de questions, de rentrer dans ce nouveau modèle qu'ils ne connaissent pas, je dirais, avec une totale appropriation. Tout à fait. Parce que, vous voyez, par exemple, je donne toujours cet exemple, alors, il faut savoir que nous avons travaillé main dans la main au Cameroun avec l'ambassade de France. Il y avait des gens de l'ambassade de France qui sont souvent venus dans nos chantiers. Et un après-midi, on va visiter un village. Et on trouve dans ce village-là, nous sommes arrivés à l'improviste, puisqu'à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone ni rien du tout. Et on trouve que le village vient tout simplement de revenir nettoyer le bassin parce qu'il y a quand même une petite corvée pour nettoyer leur bassin pour la maintenance. Donc, on arrive, les gens sont fatigués, ils nous disent, tout le village était là-bas. Alors, moi, je me dis, mais pourquoi tout le village, tout d'un coup, revient de nettoyage de la source? Or, quand nous avons fait la formation, nous avions créé 2 emplois pour faire ce travail-là. On se disait, comme ça, les gens ne vont pas voir la corvée chaque fois. Comme ça, au moins, il y aura 2 personnes qui vont se spécialiser dans ce nettoyage-là. Mais arriver à ce que tout le village y aille, on était très, très, très loin de comprendre l'affaire. Donc, j'étais un peu plantée. On arrive, le village était là-bas, et moi, je dis à mon ami de l'ambassade, en fait, je ne comprends rien. On pose la question au chef, pourquoi tout le village était là-bas? Il disait, écoutez, vous nous avez fait une formation en disant qu'il fallait 2 personnes, mais au village, les gens se sont assis et on a décidé que, puisque nous devrions payer ces 2 personnes, au lieu de payer ces 2 salaires, nous préférons que tout le village aille faire cette corvée-là. Et comme ça, ce jour-là, ça nous donne l'occasion de faire la fête, de donner à manger à tout le monde. Et c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, nous n'avions pas raisonné de cette façon et les gens ont trouvé leur propre façon de fonctionner. Mais il fallait leur donner les moyens de comprendre ce qu'ils avaient à faire. Et moi, j'en étais très fière. Donc, vous voyez, c'est juste un petit indice, mais c'est pour dire que quand on donne les moyens aux gens de comprendre ce qu'ils ont à faire, ils se rendent inventifs dans leur propre milieu. Très bien, Joséphine. Je poursuis dans les questions. Est-il possible de partager la documentation produite? Bon, je pense que tes slides, tu accepterais de les partager, c'est-à-dire de les mettre éventuellement sur le site d'HSF?
les slides, oui, ce que j'ai donné, mais pas le document d'après, mais les slides, on peut les partager, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, et je pense que derrière le terme documentation, il y a certainement aussi tes livres. Tes livres, on doit pouvoir les trouver sur Internet pour les gens qui veulent se les procurer. Tout à fait. OK. Alors, je vais terminer parce que là, on va être pas loin de la fin. Il y a une remarque, je trouve assez pertinente et qui finalement résume un peu bien beaucoup de choses que tu as énoncées. Je suis très ravi de la deuxième partie qui reflète très bien les œuvres des ONG, associations sur le terrain. C'est très, très salutaire, ces œuvres qui ouvrent les yeux d'un bon nombre de nos citoyens. Cependant, en tant qu'acteur et observateur, je suis désolé de dire, ces actions risquent de continuer ainsi de façon perpétuelle. Alors, la clé pour sortir notre Afrique de son état, c'est l'éducation. Je pense que tu as vraiment bien insisté là-dessus. La science et la technologie, mais à l'africaine. C'est une nuance. Donc, pas celle que nous faisons actuellement, que nous n'arrivons pas à traduire en pratique. Qu'en penses-tu? Cette question est posée par un Africain ou, pardon? Alors, je pense, hein, oui, a priori, je le sens aussi comme ça. Hein. La clé pour sortir notre Afrique, je pense que la personne est africaine. Oui, alors, il faut savoir que si j'ai tout bien compris comme ce que je voulais dire la personne, qui me dit que les choses continueront, moi je dirais que lorsque le parcours est bien enclenché, je vous assure que on obtient, en tout cas, c'est ce que nous faisons, enfin ce que nous pensons, hein, c'est un projet ici qui a duré 10 ans. Et nous pensons avoir fait en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 50 ans, très sincèrement. Donc, si les choses sont bien faites, il n'y a pas de fatalité. Je crois en la force que les gens ont de se mobiliser pour changer leur propre sort. Avant, je ne le voyais pas comme ça, mais l'expérience que nous avons faite au Cameroun est une expérience qui dit donnons aux gens les fondamentaux et je vous assure qu'ils se débrouilleront. Alors, moi, je regrette seulement le fait que, d'abord, je suis revenue en France et la dynamique s'est un peu arrêtée parce que manque de financement, manque de... Mais si ce projet tel qu'il avait commencé avait continué jusqu'à plus loin, il aura déjà agrégé autour de lui toute la question liée à l'agriculture, il aura agrégé autour de lui toute la question liée à l'habitat, il aura agrégé autour de lui toute la question liée à la protection de l'environnement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé à faire la sélection des grands arbres de la forêt pour les replanter. On l'avait beaucoup encouragé. Donc, quand un point réussi, il agrège autour de lui tous les autres éléments et je crois en ça. Et je crois que l'Afrique est capable de le faire plus qu'on ose le croire, quoi. Malheureusement, les méthodes actuelles sont des méthodes, bon, je n'ai pas voulu tellement en parler parce que ce n'était pas tout à fait le lieu. Ce sont des ONG qui viennent pour faire des actions ponctuelles, alors qu'ici, nous sommes devant un projet réel de développement local. C'est-à-dire, on est allé un peu plus loin qu'un projet ponctuel d'une ONG qui approvisionne en eau un village et s'en va. Et donc, ces projets structurants, parce que quand j'ai présenté les divers éléments qui s'agrègent, la mairie, les associations, les villageois, toute la communauté locale, ça, c'est pour moi l'espoir d'une Afrique qui peut se mettre debout. Malheureusement, des projets comme ça, qui agrègent tous les éléments pour pouvoir faire en sorte que chacun grandisse selon sa juste place, comme nous disons dans le contexte de
du chantier école. Il faut que chacun apprenne à occuper sa juste place dans la société, dans une société évoluée. Merci, Joséphine, sur notamment cette… On apprend aux gens à ce que dans le domaine de l'évolution, chacun joue son juste rôle. Le maire d'un côté, tel autre, tel autre. Vraiment, j'ai confiance en Afrique et j'ai vraiment, vraiment confiance en l'Afrique. Très bien. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Bon, on va rester sur cette confiance et ce message d'espoir, mais en prenant bien conscience que nous aussi, on a un travail à faire chez nous pour bien, encore une fois, être en bonne relation, en bonne adéquation avec ces populations, hein. Si on ne veut pas effectivement voir l'échec au bout de nos projets. Donc merci Joséphine. Pour les différents présents, je rappelle que si vous souhaitez suivre les projets d'HSF ou en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet Hydraulique sans frontières ou à vous inscrire par mail à l'adresse contact@hydrauliquesansfrontières.org. À vous inscrire, je veux dire, à nous écrire sur ce mail. Alors, merci également de prendre quelques instants pour répondre au petit questionnaire qui va apparaître sur votre écran. Voilà, bonsoir à tous. Et c'est donc la dernière conférence. Vous pourrez, alors, soit par l'intermédiaire de Facebook, dès à présent, consulter en mode replay les conférences précédentes, donc les 4 autres. Normalement, bientôt sur le site HSF, elles seront également accessibles en mode replay directement sur le site d'Hydraulique sans frontières. Merci. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Pierre, vous êtes toujours là? Moi, je suis toujours là, oui, effectivement. D'accord. Alors, l'appréciation, est-ce qu'on m'a entendu ou pas? Ah oui, au niveau audition, c'était top, hein. Même, je trouve, mieux